Bonjour B9. Pour cette semaine, on poursuit le travail sur les discours rapportés. Je tenterai dans cette vidéo de résumer toutes les pages et les fiches d'orientation qui s'y rapportent. Dans les deux premiers thèmes, le travail et le patrimoine, on a abordé le type narratif, le milieu propice pour étudier le statut du narrateur et identifier les points de vue qu'il adopte. C'est pour cette raison que vous trouverez dans ces fiches le statut du narrateur et les différents points de vue. Mais pour éviter les confusions, ces deux notions seront reportées aux jours à venir. Au commencement, il faut comprendre que le type narratif n'est jamais isolé ou seul. Il est accompagné tantôt par la description, tantôt par le dialogue. On commence à expliquer la première partie de la description. Pourquoi le narrateur choisit de se taire et faire la description? C'est certainement voulu. Avant de passer à la description, on explique. C'est quoi un narrateur? Dans la narration, c'est le narrateur qui raconte l'histoire. Définissons le mot narrateur. C'est un personnage fictif ou imaginaire dont la seule fonction est de narrer les actions. En effet, ces actions évoluent dans le temps pour arriver à un état final. Mais en faisant cette évolution, parfois le narrateur choisit, comme on avait dit, de se taire, de faire une pause pour faire la description. Et en faisant la description, il y a des sous-parties. En premier lieu, ce narrateur choisit parfois de faire une pause descriptive, un arrêt au niveau des événements pour, petit a, décrire un paysage, un lieu, ou tracer le portrait d'un personnage. Dans quel but? Cette pause descriptive n'est guère fortuite. Elle n'est pas gratuite. Elle est toujours au service de la narration. Évidemment, à partir de la description, on comprendra mieux ce qui se passera dans le récit. On donne un exemple du A. Par exemple, un lieu de travail étouffant comme une mine, tel qu'une mine, conduira sans doute à l'échec social des personnages, peut-être à leur mort ou à leur détérioration sanitaire. Je vous rappelle Bonnemort, ce personnage dans Germinal qui, excusez le terme, crachait du charbon. Sa maladie pulmonaire contribuerait plus tard à sa mort et elle, à son tour, est causée par ce milieu infernal et hostile, la mine, décrite soigneusement par le narrateur. Donc, il n'a pas fait une description juste pour décrire ou bien pour embellir son texte, mais pour nous montrer que cette mine contribue à la détérioration sanitaire de Bonnemort et qui va plus tard causer des effets négatifs. Pour conclure, cet endroit décrit influence la destinée d'un personnage. Dans le B, ajoutons le narrateur du texte un spectacle attachant, émerveillé par les habitudes et les coutumes levantines, décrit le cortège des femmes et des hommes durant un mariage oriental. Ce milieu décrit lui semble attrayant à tel point qu'il rejoint la foule, si vous vous rappelez la fin du texte. Donc ce milieu est accueillant et hospitalier. D'ailleurs, c'est une vertu orientale, c'est-à-dire le narrateur a fait cette description pour nous dire que l'Orient est un milieu accueillant. En deuxième lieu, on avait dit que la narration est accompagnée de dialogue. Donc, en deuxième lieu, le narrateur opte pour un silence, offrant la chance au personnage d'intervenir, de communiquer, et le narrateur, dans ce cas, rapporte leurs paroles, directement ou indirectement. Commençons la première partie, le discours direct. Dans le discours direct, les paroles des personnages sont transmises mot pour mot, sans aucun changement. Tels qu'ils sont ces mots, ils sont rapportés. Ce discours est repérable grâce aux marques graphiques, c'est-à-dire les guillemets, les deux points, les tirets, etc., et aux marques grammaticales, verbes de parole, les indices d'énonciation, la première personne, le présent d'énonciation, les interjections, etc. Ce discours direct a un effet qui se trouve à la page 83 que vous devez retenir tel qu'il est.
je vais me contenter de cette phrase. On obtient un effet de vérité. On a deux personnages qui sont en train de communiquer maintenant directement ensemble. Ça nous donne un effet de réalité, de vérité, comme si ces deux personnages sont devant nous. Ce n'est plus un récit ennuyeux. Par contre, c'est un discours animé. Ce discours insuffle la vie au récit. Les paroles directes permettent de connaître le caractère du personnage. Ce personnage peut être coléreux, avare, créatif, bavard. Pour éclaircir ce point, j'aurai recours à des extraits du livre pour mieux comprendre ce que je veux dire. Donc, à partir du dialogue, on peut comprendre qu'un personnage est coléreux, à la manière de Halim, le maître qui utilise dans son discours des impératifs. Approche-toi. Des phrases courtes, des insultes à tort et à travers, imbécile, fils de galeux, marquées par une intonation ascendante, transmise par les exclamations fortes. Passons à un autre exemple, à la page 24, là où le dialogue nous montre que le personnage est visionnaire, sage et lucide. Toujours avec la révélation du caractère du personnage par le moyen du dialogue, le lecteur peut identifier que le laboureur est visionnaire, sage et lucide. C'est lui qui incite ses enfants à tourner la terre pour apprendre l'importance du travail, pour leur apprendre l'importance du travail par l'emploi excessif des verbes d'action. Voilà, ils sont là. Travaillez, prenez. Un troisième exemple à la page 40, dans la mémoire de la montagne, on découvre par l'intermédiaire du dialogue que Jibril est un personnage éduqué et attaché aux ruines et surtout aux livres. Il regrette la destruction d'un patrimoine précieux par les interjections. Hélas, la mémoire de notre montagne, et vous pouvez remarquer la présence des exclamations, parce que ce sont des interjections, en fin de compte. Donc, on peut résumer ici qu'à partir d'un dialogue, on peut comprendre le caractère d'un personnage. Donc, le dialogue n'est jamais fortuit, il a toujours un certain but. Quant au discours indirect, il se débarrasse des indices graphiques, il en garde uniquement le verbe introducteur auquel on ajoute une proposition complétive introduite par que ou une proposition interrogative indirecte introduite par si, ce que, ce qui et les mots interrogatifs. Mais attention, ces propositions sont dites interrogatives indirectes parce qu'elles suppriment les points d'interrogation. Passons maintenant toujours à la page 83 à l'effet produit. Et c'est celui-là, c'est aussi à retenir. Ce procédé permet de résumer, de simplifier les paroles. Le récit ne s'arrête pas. Il y a une certaine fluidité. Ce n'est pas comme dans le discours direct, il n'y a pas arrêt avec les deux points, les guillemets. Le récit nous donne l'apparence qu'il continue avec le discours indirect. Il n'y a pas de rupture. Le narrateur, dans le style indirect, prend en charge de rapporter lui-même les paroles du personnage. Je vous invite à ouvrir la page 40 et lire la ligne 13. Et l'on se souvint que les chiens n'avaient cessé de hurler depuis l'aube, et aussi les chacals de la vallée qui d'ordinaire demeuraient silencieux jusqu'au soir. Le narrateur nous communique les paroles d'un personnage en les simplifiant, les allégeant parce qu'il a effacé les deux points, les tirets, les guillemets comme on avait dit, cela dans le but de fluidifier le récit, c'est-à-dire ne pas faire une rupture gênante à la lecture. On peut remarquer ici la présence du verbe de parole, donc parce que dans un discours indirect, on doit mettre un verbe de parole, et le que qui introduit la complétive. Donc c'est un discours indirect par excellence. Finalement, révisez s'il vous plaît toutes les vidéos qui se rapportent, même les exercices supplémentaires qui se rapportent au discours rapporté. À la rentrée, on aura un examen sur cet objectif, avant de passer au point de vue et au statut du narrateur et certainement à un nouveau thème. À très bientôt les 9.